On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, il sera question du salon du bébé Lactéa, où on va d'ailleurs tenir le 10e défi allaitement. Donc, c'est fort bientôt avec la porte-parole, entre autres, Josée Bournival. Mais d'abord, on vous parle de la ville de Chambly qui tente depuis plusieurs années d'avoir sa propre police, même si Mercier vient d'avoir la sienne à côté de Châteauguay. Toujours des problèmes à, disons, négocier avec le gouvernement du Québec. Il y a parfois de ces dossiers qui traînent, qui prennent beaucoup de temps, qui sont parfois aussi un peu invraisemblables, parce qu'à chaque fois où on reçoit le maire de Chambly ici à l'émission, c'est principalement pour parler d'un enjeu qui est celui de la police, parce que Chambly veut avoir sa police, mais le gouvernement a dit non. Monsieur Lavoie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Vous allez bien? Très bien. Vous-même? Oui. Bon, là, il y a une autre étape qui a été franchie dans ce litige, celui où vos procureurs, les procureurs de la ville de Chambly, ont eu l'autorisation d'interroger la ministre Lise Thériault. L'autorisation, effectivement, mais c'est plutôt la Cour qui a ordonné Oui, c'est la Cour qui l'a ordonné, mais c'est une demande de vos procureurs. Exact, mais qu'elle se soumette parce qu'il ne faut pas oublier que la ministre ne voulait pas être interrogée. Ils se sont battus pendant 1 an pour ne pas y aller. Bon, mais évidemment, pour les profanes qui nous regardent en ce moment, rappelons quand même le contexte. Oui. Donc, ça fait combien d'années que vous avez soumis une demande au ministère, au gouvernement, pour avoir votre propre police et quitter la régie dans laquelle vous êtes en ce moment? 2014. 2014. Oui. Généralement, une ville, une municipalité qui, au Québec, veut avoir sa police, généralement l'obtient. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des critères d'admissibilité ou de non-admissibilité à avoir ou non sa police ou à utiliser les services de la SQ ou d'être forcé d'être dans une régie? Et il faut comprendre qu'en 2002-2003, il y a eu une rationalisation des corps de police. Il y avait environ 130 corps de police municipaux au Québec et il y a eu des regroupements suite à la nouvelle loi de police. C'est la première fois que, suite à la fin d'entente de des régies, une ville voulait recréer son corps de police. C'était la première fois. Donc, à ce moment-là, il y a certaines personnes qui se sont rendues compte que la loi avait peut-être certaines carences, comme on m'a expliqué. Mais c'est là que j'étais en désaccord. C'était pas aux fonctionnaires à corriger les carences du législateur. Et c'est un petit peu ça le fond du débat. Depuis ce temps-là, il y a eu d'autres villes comme Mercier, oui, c'est ça, qui a fait la même demande et on lui a accordé. Bon, certaines personnes ont fait une équation assez rapide, le fait que Mercier était dans le comté de M. Moreau, le ministre de la Sécurité publique. Nous, on ne l'est pas. On a un député dans l'opposition. Donc, vous laissez sous-entendre ou vous croyez que le statut politique de la ville de Chambly dans ses relations avec le gouvernement ont fait en sorte qu'on vous a un peu bloqué? Moi, je crois que lorsqu'on me dit que la ville de Chambly, on croit qu'elle n'aura pas les moyens financiers, alors qu'on a 30 000, on est la ville la mieux gérée depuis les 2 dernières années, selon les hautes études commerciales. Puis on le donne un corps de police à une ville comme Mercier. Puis je suis content pour Mercier. Je suis vraiment content pour eux. Je connais la mairesse. On l'a accompagnée. Ils ont 16 000 de population. On a une capacité financière 2 fois plus grande. Et on a déjà des villes qui ont levé la main pour qu'on les desserve. L'argumentaire ne tient pas du tout la route. Et ça, je suis obligé de vous dire que c'est pas quelque chose d'agréable en politique. Il faut jamais oublier que le gouvernement du Québec n'a pas un seul sou dans la desserte policière de Chambly. Fait que, je ne vois pas pourquoi il viendrait nous dire quoi faire. Bon. Là aussi, pour rappeler un peu les événements, quelle était la ou les principales raisons pour que Chambly quitte la régie et refonde son propre corps de police? Il y avait diverses raisons. Premièrement, il y avait au niveau de la gouvernance, on voulait un poste de proximité. Les 2 postes qui desservent Chambly sont à Belleuil et à Sainte-Julie. C'est quand même assez éloigné de notre population. On voulait des policiers qui soient intégrés au niveau de la communauté. Le concept de police de proximité que la Sûreté du Québec a développé dans les années 90 et par la suite, la police de Montréal qui était à la police de quartier. Donc, des policiers ils vont connaître Jacques, ils vont connaître Paul, ils vont connaître Lucie Denrue, ils vont connaître leur communauté. Ce qui, malheureusement, présentement, n'est pas le cas avec une grosse entité comme la régie. Puis ça n'enlève rien, je le redis à toutes les fois que j'ai la chance, que c'est pas en regard du travail des policières qui sont sur le terrain. C'est vraiment une décision politique de recréer un corps de police. Et on croit, en plus, ça, il y a le côté économique. Nous, on croit être capable de faire des économies d'échelle. Un policier de niveau 2 au Québec, selon même les chiffres du ministère qui nous ont été soumis, coûte environ 150 000 Là, vous calculez tout l'encadrement col blanc, les véhicules, le bâtiment. Donc, si on prend que le paramètre, c'est un policier du 1000 au Québec,
On voudrait dire donc 30 000 on a 30 000, ça voudrait dire 30 polices. Ce qui fait 4,5 millions. C'est assez facile à compter. Or, présentement, on a une cote-part de 4,3 millions, puis on donne environ pour 800 000, on donne environ 5,2 millions à la régie. Je sais que c'est très... Les chiffres, c'est jamais très sexy, là, mais on pense sauver assez rapidement 5 à 600 000 par année. Et si on dessert Richelieu, on va s'améliorer encore. Sur 10 ans, c'est 5 millions. Parce que Richelieu serait intéressé à aller avec vous. Richelieu a déjà démontré son intérêt et nous accompagne dans les procédures judiciaires présentement. Bon, parlons des fameuses procédures judiciaires, parce qu'à partir du moment où Québec vous dit non, Chambly a entamé des procédures. De mémoire, vous aviez essuyé déjà quoi, un premier refus, je pense? On a essuyé qu'un seul refus. Un seul refus devant la Cour, mais vous avez répliqué par la suite? Non. En réalité, on a eu un refus de la ministre. Oui. Puis on voulait avoir les raisons, puis ils ne veulent pas nous les donner à Québec. Là, par la suite, on est allé devant la Cour parce que l'entente, on avait accepté de prolonger d'une façon temporaire l'entente jusqu'au 1er janvier. On avait été devant la Cour pour dire, après le 1er janvier, les policiers ont plus de statut, par définition. Fait que demander à la Sûreté du Québec d'intervenir. Écoutez, la Cour ne nous a pas donné raison sur ce point, mais dans son jugement, la Cour dit très bien, la juge Tremblay, Chambly a un droit très sérieux. En droit, il y a le droit clair, il y a le droit sérieux, puis il y a le droit frivole ou douteux. Puis là, il y a un quatrième critère qui est droit très sérieux. En voulant dire, le message qu'on envoyait, c'est qu'au fond, lorsqu'on va arriver sur le jugement au fond, là, Chambly, il risque d'avoir raison. Bon, parce que dans le fond, au terme de l'entente avec la Régie, c'est non pas la SQ qui a pris la pôle, mais bien la Régie qui a continué ses opérations. Autrement dit, le gouvernement vous a forcé à continuer d'avoir votre desserte de sécurité publique via cette Régie. Là. Personnellement, je ne crois toujours pas comment qu'un jugement au fond va être capable de légitimer les actes policiers. Je ne le crois pas, parce que le jugement au fond va nous replacer avant le décret Moreau. Et, écoutez... Sauf que là, donc, le tribunal a permis à vos procureurs d'interroger la ministre Lise Thériault. Exact. De mémoire également, cette décision-là vous permettait aussi d'interroger Pierre Moreau, quoi qu'il ait mêlé dans le projet de maladie. Oui, mais donc c'était par écrit. On pouvait soumettre par écrit les questions. Et, Pierre Moreau? Oui, et il allait nous répondre. Mais le décret Moreau, selon la juge sur le banc, posait pas nécessairement de problème dans sa forme juridique actuelle parce qu'il ne rencontrait pas les critères là, de... Mais là, dans le fond, parce que là, jusqu'à preuve du contraire, le contenu de l'interrogatoire de la ministre Thériault n'a pas été rendu public. On ne peut pas, il y a un huis clos. Il y a encore un huis clos. Et c'est pas nous qui l'avons demandé. C'est eux. La juge l'a décrété parce que les interrogatoires hors cours appartiennent à la partie demanderesse et à partir de ce moment-là, la partie qui le fait, qui demande l'interrogatoire. Et donc, tant qu'elle n'utilise pas cet interrogatoire-là, il n'est pas public. Bon. C'est quoi la prochaine étape maintenant? Bien, la prochaine étape, c'est nos procureurs, on va écouter les conseils de nos procureurs dans le dossier par rapport, on a un choix, c'est d'utiliser l'interrogatoire ou de ne pas l'utiliser. Si on ne l'utilise pas, ça veut dire que nous, présentement, ce qui nous concerne, la cause serait en état. C'est beaucoup de procédurites, là, mais dans des dossiers de plusieurs millions de dollars, c'est ce qui arrive. Et donc, à partir de ce moment-là, que la cause est déclarée en état, donc on s'en va au procès. Et, qui, lui, se tiendrait quelque part... En automne 2017. Automne 2017. Eh oui. Ça, c'est pour le procès. Exact. Sinon? Bien, sinon, Québec m'appellerait et me dirait on va te donner ta police. Mais là, du côté de Québec, il y a un nouveau ministre de la Sécurité publique. Oui, on a tenté, puis quand on dit j'ai écrit personnellement à M. Coiteux, au ministre Coiteux, je l'ai félicité de sa nomination. On a toujours eu la politique de la main tendue. On veut vous rencontrer. Écoutez, j'avais le dossier du pôle du savoir et de la culture aussi avec le ministère des Affaires municipales et j'avais demandé une rencontre avec le cabinet. On m'a accordé une rencontre en me spécifiant que je devais m'engager par écrit à ne pas parler du dossier de la police. Ah oui, à ce point-là. Écoutez, c'est pas nous autres qui aurons les canaux de communication. C'est qu'on dise. On veut pas. Puis c'est la première fois là, que je vois ça. Là. Normalement, puis je le dis d'une façon très imagée, là, les Américains ils étaient en guerre avec les Vietnamiens, là, mais ils discutaient étaient négociés à Paris. Là. On dit souvent, il y a un vieux dicton dans le monde municipal qui dit que les villes et municipalités sont des créatures du gouvernement. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Oui.
qui a le pouvoir d'ailleurs de mise en tutelle, etc. Oui. Mais en même temps, on dit dans les démocraties municipales un peu que on dit que les peuples ont droit à leur autodétermination. Si les villes ont le droit d'avoir leur propre police ou de décider de la façon dont elles vont opérer, parce qu'à l'époque, c'était un peu ça, on disait aux municipalités, bien, soit que vous prenez la SQ, puis ça coûte tant, ou soit que vous avez votre propre police, ou vous faites une régie dans votre coin. C'était ça le message qu'on passait là, il y a plusieurs années. Oui, mais dans la CMM, la différence, c'est que toutes les villes qui sont dans la CMM, vous voyez, où Saint-Jean n'a pas cette particularité-là. Donc, les villes qui font partie de la communauté Montréal métropolitaine ont, a priori, l'obligation de créer un corps de police et n'ont pas accès à la Sûreté du Québec, à moins que le ministre leur donne dans des... Et il ne l'a jamais ordonné. Maintenant, quand vous dites veulent ou non, c'est la loi, le législateur qui a dit, c'est les municipalités. Lui-même, le gouvernement, a dit, c'est les municipalités qui s'occupent du service policier. Si tu veux qu'on s'en occupe, bien alors laisse-nous en occuper. Donc là, dans les faits... Et tout le monde, mais je veux vraiment préciser une chose, là. Notre démarche n'était pas unilatérale, là. On était à 17 villes et 14 villes. On a négocié, on a bien vu qu'à un moment, il y avait un divorce à consommer. Et les 14 villes étaient très à l'aise là, avec notre décision. Et eux voulaient continuer leur aventure. C'est pas ces villes-là qui vous ont mis des bâtons dans les roues? Ah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On a négocié, on a mis nos attentes, on a mis les leurs, on a fait notre processus là, de bonne foi, tout le monde, de part et d'autre. Et quand on a vu que manifestement, sur certains points qui étaient des enjeux de principe, bien, à partir de ce moment-là, on a dit, bien, écoutez, on va... Sauf que là, dans on a fait ça comme des grandes personnes. Bon. Sauf que là, dans les faits, la régie existe toujours. Oui. Vous y contribuez. Oui. De façon obligatoire. Oui, si sous protet. On paye sous protet. Vous payez sous protet? Exact. Ça veut dire quoi? Ça vous veut envoyez dire l'argent dans un fidéicommis, quoi? Disons que ça... On a manqué de le faire, mais on envoie l'argent, on paie en disant qu'effectivement, si la Cour nous replace au mois d'octobre 2015, on n'a pas d'affaire à vous payer. Mais ça, ultimement, c'est pas le genre de dossier qui va se régler par une décision politique, ça? Bien, ça fait 1 an et demi que je veux les rencontrer pour la régler, cette décision-là. Et on ne veut pas. Vous savez, pour aller danser, il faut que les deux veulent danser. Ça en prend 2 pour danser. Exact. On est prêt à danser, nous. Bon. Autrement dit, vous êtes en train de nous dire que dans 6 mois, 1 an, on va encore se parler de police, là. Bien, dans 1 an, on va pas m'avoir le dossier. On va peut-être à la cour. Et sinon, c'est quoi les autres enjeux cet automne à Chambly? Bien, écoutez, justement, je vous disais que j'avais un autre dossier à régler et qui était le pôle du savoir de la culture et d'histoire de Chambly, où que j'avais le ministère de la Culture. Vous savez, je n'irai pas plus loin dans ce qui se passe à Québec, mais je pense que les médias en font assez état que des ministres qui ont des travaux, ils sont ministres, ils sont plus ministres, font une job, font pas une job, on autorise quelque chose, on l'autorise plus. Écoutez. Donc, j'avais un ministère de la Culture qui me donnait 2,3 Québec, quand je il donnait à Chambly 2,3 millions pour construire une bibliothèque. Nous, on a décidé pour faire un projet qualitatif de créer une salle de spectacle multifonctionnelle, une salle de 400 places, un beau projet. Et le ministère des Affaires municipales nous disait non. Là, on dit au ministre, parlez-vous les deux, là, un nous exige un concours d'architecture. Le concours d'architecture, il faut comprendre que ça nous permet de nous soustraire à la règle du plus bas soumissionnaire conforme. Et donc, on nous exigeait cette procédure-là pour avoir le 2,3 millions. Et le ministère des Affaires municipales, qui doit nous donner, le ministre qui doit nous donner l'autorisation, nous le refusait. Ce qui fait que, par définition, on ne pouvait pas avoir le 2,3, on ne pouvait plus faire le projet. Là, ça a pris 1 an d'appel l'un, appel l'autre. Finalement, j'ai été capable de rencontrer le cabinet du ministre, sans parler de police, et on a été capable de dénouer le nœud gordier. OK. Et donc, on est en procédure. Puis écoutez, j'ai reçu aujourd'hui le produit, la réflexion, parce que, écoutez, un concours d'architecture, là, on a eu 16 projets, on a eu 4 finalistes, et on a octroyé 70 000 par finaliste pour pondre le projet. Et je les ai eus aujourd'hui. Fait que là, cette semaine, le comité technique, le jury technique va se pencher. Par après, le jury, et on va octroyer le gagnant au début du mois d'octobre. Un beau projet. M. Lavoie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du Salon du bébé Lactéa.
télévision du Haut-Richelieu. Un événement à inscrire à vos agendas dans quelques jours, c'est samedi le 1er octobre à la Polyvalente Armarasco à Saint-Jean-sur-Richelieu de 9h30 à 15h30. C'est la 7e édition du Salon du bébé Lactéa, auquel, bien sûr, vont participer. En fait, on va tenir le 10e défi allaitement. Deux invités pour parler du salon. D'abord, Nathalie Letourneau, qui est la directrice de Soutien Lactéa. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de la porte-parole de cette année, auteure et animatrice, Josée Bournival. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Merci. Salon du bébé. En fait, Soutien Lactéa existe depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. Le salon, 7e année, mais le défi, une 10e année. Quelle est l'importance d'un événement comme celui-ci pour un organisme comme le vôtre? Comme on est un organisme de soutien en allaitement, je pense que de montrer qu'on est capable de s'illustrer, bien particulièrement à Saint-Jean, je pense qu'on est capable de s'illustrer au niveau de l'allaitement par tous les services qu'on donne. Mais le défi, c'est une façon de le montrer à la population qu'on est présent à Saint-Jean, qu'on donne des services, puis qu'en plus, il y a plein de mamans qui sont là pour nous supporter aussi comme organisme, et qu'on est là aussi pour leur donner du soutien. Et le défi, bien, comme c'est populaire, c'est visuel, c'est un ensemble, c'est plein de monde ensemble, c'est une fête, bien, je pense que c'est important de prendre le temps de souligner ce petit événement-là dans l'année. Et votre porte-parole 2016 connaît bien le monde des bébés? Pas pire. Et des enfants? Pas pire. Avec 4, oui, je considère que j'ai une certaine expérience en la matière. Qu'est-ce que ça te dit, toi, un défi allaitement, un salon du bébé? Là, je comprends que là, tu es dans la marmaille, là, parce que là, tu as des enfants de 7, 5, 3 ans et 11 mois. Oui. C'est quand même assez récent. Mais c'est quoi l'importance d'un événement comme celui-là? Bien, moi, je trouve que c'est hyper important. Pour plusieurs raisons, Éric. La première, parce que je suis bien placée pour le dire, là, les réponses concernant l'allaitement ne se trouvent pas tout le temps dans les livres. Moi, j'ai eu 4 bébés, 4 allaitements fort différents les uns des autres. Et même avec mon petit dernier, avec Léonard, je cherche encore des réponses parfois à certains problèmes. Et c'est dans le contact avec d'autres êtres humains qu'on trouve ces réponses-là. C'est dans la relation qu'on établit avec une professionnelle en qui on a confiance, en une marraine qui peut nous aider ou quelqu'un qui est passé par là auparavant. Ça ne se trouve pas chez soi sur Internet. Donc, il faut établir des relations. C'est pour ça qu'un organisme comme Lactéa a toute son importance. Il faut vraiment entrer en relation les uns avec les autres. Parce qu'avant, là, nos mères, nos grands-mères allaitaient. C'était dans la famille qu'on se passait ce savoir-là concernant l'allaitement. Puis il y a une génération, 2 générations de femmes qui se sont tournées vers une autre alternative. Donc, ce savoir-là, il ne se transmet plus maintenant dans les familles. Donc, ça prend des organismes pour aider les femmes qui font le choix d'allaiter. Donc, Soutien Lactéa, c'est une courroie de transmission. C'est un peu, comme disait Josée, la transmission du savoir, là. Oui, je pense que Soutien Lactéa, c'est le village qu'il y avait avant pour aider les femmes. C'est les tantes, c'est les grands-mères, c'est les meilleurs amis. Fait qu'on est là pour, justement, pour montrer c'est quoi l'allaitement, pour un petit peu démystifier tout ça. Bon, là, je vais poser la question un peu plus profane. Évidemment, je n'ai jamais allaité. Non. Mais en fait, il y a une question qui me vient en tête. En quoi un allaitement peut-il être si différent d'un enfant à l'autre? Qu'est-ce que tu entends par ça? Parce que l'allaitement, en fait, c'est la rencontre entre une maman puis un bébé. Puis comme le bébé change, la relation change. Il y a des enfants qui s'endorment tout le temps au sein. On a de la difficulté à les faire boire parce qu'ils aiment le confort, de la chaleur, le goût du lait, puis ils s'endorment tout le temps. Moi, j'en ai un qui me mord présentement. J'ai beau faire plein de trucs, mettre en application tout ce qu'on me dit, lui, il me mord. Les autres m'ont jamais fait ça. Donc, il faut que j'apprenne à m'adapter à ça, à trouver des trucs pour que mon allaitement puisse se poursuivre malgré cette difficulté-là. J'ai accouché de Clémentine prématurément. J'ai allaité un bébé prématuré. C'est pas du tout la même réalité que d'avoir un bébé à terme. 34 semaines. Ouais. Donc, c'est quand même pas une grande prématurité, mais c'est un bébé qui n'avait pas de réflexe de succion, que j'étais incapable de mettre au sein pour allaiter. Et c'est tout le vécu émotif aussi qui peut être différent d'un allaitement à l'autre, Éric. Parce qu'il y a un allaitement où notre condition, notre environnement, notre condition familiale, elle est excellente. On est en parfaite santé psychologique et physique. Et l'accouchement d'après, bien, c'est une césarienne, c'est la perte d'emploi du conjoint, c'est des difficultés avec les autres enfants. Et là, l'allaitement s'en ressent aussi. Tout ça entre en ligne de compte, je pense. Parlez-moi de ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est de voir, puis je comprends, là, on vient d'accoucher, on est un peu fatigué, épuisé, on est
émotif et tout ça. Mais dans certains cas, on dirait que la mise en échec suscite beaucoup de culpabilité. Hein? Je ne sais pas, moi, dans les premiers temps, ça ne marche pas, puis là, la femme se dit, bien là, ça doit être de ma faute, puis etc. Donc, comment ça se ressent, ça, cette espèce de culpabilité que les femmes peuvent avoir quand l'allaitement ne fonctionne pas à leur goût, comme c'est supposé se passer? Là? Oui, je pense que la culpabilité, c'est très personnel aussi. Je pense que ça se vit à différents niveaux dans la vie. En particulier, l'allaitement, on est dans un état qui est émotif. Fait que c'est encore plus difficile en ce moment-là. On est dans le postpartum. Puis l'allaitement, on l'attend, cet enfant-là. On l'attend pendant 9 mois. Si on a l'accouchement idéal, on a peut-être l'intention d'avoir l'allaitement idéal aussi. Mais on apprend des fois au premier bébé qu'on a des deuils à faire. On a toutes sortes de petits deuils à faire quand on devient mère pour la première fois. On s'imagine le bébé, l'enfant idéal, donc on s'imagine l'allaitement idéal. On voulait une fille, on a eu un garçon, peu importe tous les deuils qu'on a à faire. Fait que ça fait partie de tout ça. Si en plus on a l'allaitement qui ne va pas bien, bien là, on vient de rajouter une couche. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans une société de performance et ça va jusque dans la maternité. On est supposé réussir son accouchement, on est supposé réussir son allaitement. Et c'est vraiment dans ces termes-là que les femmes parlent de choses qui sont beaucoup plus organiques, qui ne sont pas cérébrales, qui ne dépendent pas que d'elles non plus. On disait tout à l'heure que l'allaitement, c'est la relation entre l'enfant et la mère. Bien, il y a l'enfant qui est là aussi. Un bébé qui ne veut pas prendre le sein, tu as beau faire tout ce qu'on te dit, et il y a une difficulté qui est là à laquelle tu dois faire face. Puis effectivement, ça peut entraîner des deuils, comme le disait Nathalie. Ouais. Le salon du bébé, qu'est-ce qu'on y trouve comme exposant, comme kiosque, comme atelier ou conférence? À quoi ça ressemble durant la journée? Oui, quarantaine d'exposants encore cette année, la majorité qui viennent du territoire ici, donc Saint-Jean, les villes avoisinantes, beaucoup des organismes communautaires qui sont sur place, des gens qui s'adressent à la maternité, nouveaux parents particulièrement. On n'a pas de conférence cette année, on essaye ça, mais ça va venir à un moment donné. C'est de l'organisation. Sinon, beaucoup d'activités. Fait qu'on a des activités pour les enfants, jeux gonflables, maquillage, tout ce qui est le fun, là, des personnages Disney cette année qui vont venir se promener avec des super-héros. Donc, tout pour rendre un petit enfant heureux, prendre des photos avec eux. Puis sinon, pour les plus grands, on a un défilé à 10 heures de vêtements pour enfants d'Ansel et Gretel, un défilé de porte-bébé à midi qui va vraiment satisfaire les mères, là, découvrir un petit peu encore le monde du portage. Et puis on a à 13 heures, si je ne me trompe pas, le défilé Belly Bédaine, le vêtement de maternité et d'allaitement. Bon. Et le défi allaitement, lui, oui. qui se tient à 11 heures, oui. Est-ce qu'il y a là aussi une petite notion de record? C'est-à-dire qu'on souhaite avoir un maximum de personnes. Je ne sais pas s'il y a déjà des records qui ont été établis là-dessus. Oui, bien nous, à Saint-Jean, notre record, c'est 138 bébés allaités. Donc, j'aimerais beaucoup ça pour notre 10e anniversaire. Je lance un appel à la population qui allaite. C'est le temps de se rendre à Saint-Jean, puis c'est le temps de venir battre le record. Et c'est quoi l'ambiance quand on a 138 femmes et enfants qui allaitent dans une même pièce? C'est quoi qu'on ressent? Je pense que c'est un mix de joie, premièrement, d'être là, de l'avoir fait, de s'être rendu. Puis en même temps d'émotion, parce que c'est une gang de femmes qui viennent de mettre leur bébé au sein, qui sont toutes dans l'émotion, parce que c'est quand même beau avoir 138 bébés, mais aussi au moins une 130 mamans là, qui allaitent en même temps. Bon. L'an passé, 800 visiteurs, c'est quand même beaucoup, dans une seule journée pour un lieu comme la polyvalente Armand-Racicot. L'entrée est gratuite. Oui. Il faut bien quand même le rappeler. Toi, qu'est-ce que tu as envie de dire aux participants ou participantes à l'occasion du salon quand tu vas être là le 1er octobre? Bien, moi, je vais y aller un petit peu avec le thème qui est proposé cette année où on parle en quelque sorte le terme exact. De l'allaitement et le développement durable. Voilà, le développement durable. Moi, c'est l'idée de la passation de l'information qui me touche beaucoup par rapport à l'allaitement, parce que je vais toujours me souvenir quand j'ai accouché de mon aîné prématurément. Je m'étais renseignée beaucoup sur l'accouchement, je m'étais renseignée beaucoup sur comment mettre mon enfant au monde, mais j'avoue que l'allaitement, je pensais que ça allait aller de soi. Et j'ai pris une grande débarque à ce moment-là parce que j'avais un bébé prématuré, parce que je ne produisais pas de lait, parce que j'ai été en hémorragie, pour plein de raisons. Et je n'étais pas prête à ça, pas du tout. Et j'avais personne dans mon entourage pour m'aider, pour me renseigner. Ça a été, moi, je l'ai pris très, très difficile. Ça a été un très grand deuil. J'en ai même fait un documentaire quand je suis retombée enceinte avec de ma fille Simone. Donc, c'est sûr et certain que je pense qu'il faut s'entourer, je pense qu'il faut s'équiper, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions aussi. C'est encore un peu tabou, il y a des choses qu'on ne dit pas trop.
Alors, c'est l'occasion de venir se renseigner, de poser des questions. Ouais. Et puis quand on parle du syndrome un peu de la Wonder Woman, c'est un Oui. peu ce que tu disais tantôt. Tu sais, toi, pendant plusieurs années, tu as travaillé à la télé à des heures évidemment impossibles et tout ça. Là, tu as eu 4 enfants de façon assez rapprochée. Tu as eu différents projets, documentaires, livres et tout ça, conférences. Comment peut s'inscrire, disons, les ambitions professionnelles d'une femme alors qu'elle doit aussi en même temps, bon, allaiter, s'occuper des enfants, être un peu la Wonder Woman, réussir dans tout, également dans sa vie professionnelle. Quel est le message que tu pourrais transmettre aux femmes sur cette dualité qu'elles doivent vivre entre la maternité et le professionnel? Moi, je trouve, Éric, que la dualité peut très bien se conjuguer. Les deux mondes peuvent très bien s'amarrer l'un à l'autre, mais il faut faire des choix. Alors, moi, j'en ai fait des choix. J'ai modifié ma carrière, j'ai modifié mes heures de travail, je suis devenue pigiste, je travaille de la maison, je suis disponible d'abord et avant tout pour mes enfants. Si l'école appelle, que quelqu'un est malade, quelqu'un n'a pas son lunch, peu importe, je suis disponible, je me rends disponible. C'est le choix que moi, j'ai fait. Donc, moi, j'ai choisi de mettre en veilleuse un peu la carrière, mais j'ai jamais arrêté. Même en congé de maternité, j'ai écrit des romans, j'ai continué un blog. Donc, cette partie-là de moi est importante, puis je souhaite qu'elle continue, mais il faut que chaque femme se pose la question quelles sont ses priorités à elle et comment elle peut aménager sa vie. Puis ça prend un conjoint qui est présent puis qui aide aussi. Ça aide un peu. Ça aide un peu. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci, Éric. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Les Journées de la culture, donc c'est dans quelques jours. Si vous désirez obtenir de l'information sur les activités qui sont en vigueur ici dans la région, www.macculture.ca. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000 et 30 dépositaires pour acheter vos livrets dans la région. Entre-temps, si vous désirez bien sûr m'écrire, faites-le par courriel, c'est plus facile, plus rapide. Éric Lato en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.